TF1 20h avec Roger Giquel. Le France, vendu à l'Arabie Saoudite, va devenir hôtel flottant, sans doute en Floride. 20 commerçants à la table du président de la République. Au menu, TVA et retraite. La Catalogne a son nouveau président, Josep Tarradellas. Sucre, 75 pays demandent à la France de diminuer sa production. Les professionnels refusent, la perte serait de 3 milliards de francs. Bonsoir. Non, décidément, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Le France, c'est fini pour la France. Le France est vendu. On a déjà tellement pleuré dessus dans les chaumières, en paroles et en chansons, qu'aujourd'hui c'est plutôt le soulagement. C'est le secrétaire d'État au transport qui a parlé tout à l'heure d'une certaine nostalgie parce que nous allons voir partir le France, mais il faut se faire une raison. On ne pouvait plus entretenir cette princesse, le dernier de nos transatlantiques, condamné au désarmement il y a 3 ans par le prix du pétrole, et puis ajouter, comme pour s'excuser, M. Cavaillé, ça ne veut pas dire que c'est la fin des croisières pourvu que les bateaux soient adaptés aux moyens de l'économie, ce qui n'empêche pas les syndicats aujourd'hui de s'inquiéter pour d'autres paquebots. Le France, qui ne sera pas rebaptisé, a été racheté par une compagnie internationale dirigée par un des plus puissants hommes d'affaires saoudiens, M. Akran Hoxhey, en relation constante avec notre pays. M. Hoxhey est considéré comme l'un des meilleurs amis de la France en Arabie depuis 30 ans, rappelle la Compagnie Générale Maritime. Et il veut, M. Hoxhey, que le paquebot continue à être l'instrument du prestige français. Il pourrait être reconverti en palace flottant, en centre d'exposition, mouiller au large des États-Unis, du Québec ou du Moyen-Orient, faire des croisières. Bref, il y a encore beaucoup de points d'interrogation, comme vous le voyez, notamment sur le prix de vente. Entre 60 et 100 millions de francs, on dit 80 millions. Mais c'est vrai qu'il a une grande capacité hôtelière, le France. 1000 chambres et restaurants pour 3000 couverts, plus les salles de spectacle, pistes de danse, piscines, etc. Le France restera encore quelques semaines au Havre, le temps de le remettre en état de naviguer. C'est vrai qu'on ne le verra pas partir sans un petit pincement au cœur, mais nous verrons avec Emmanuel Delataille que cette solution était inévitable pour l'un des plus beaux vestiges d'une époque révolue. Écoutons d'abord les projets du nouveau propriétaire. Ce qu'on va faire de France, ce n'est pas un centre de loisirs, la vérité. C'est un centre français. C'est la France qui va continuer à être, n'est-ce pas? Alors c'est là où il va y avoir un hôtel avant tout. Et l'hôtel, j'espère, il sera géré par une société française. Après, il va y avoir les restaurants qui vont continuer, parce que la France a été toujours très réputée par la qualité de sa restauration. Et puis, je vais agrandir en plus le côté des boutiques pour donner, n'est-ce pas, le plus possible la chance aux commerçants français de vendre des produits français. Nous pensons à l'exploiter aux États-Unis et probablement en Floride. Gloire et déboire, que pouvait-on faire de mieux avec le France? Triste réalité, sous peine de l'envoyer à la ferraille, il fallait le vendre au plus vite pour arrêter les pertes. Le seul entretien de sa pitoyable paralysie au Havre coûtait 10 millions par an et on aurait vite dépensé plus que son prix de vente, aux alentours de 100 millions aujourd'hui. 100 millions, c'est aussi l'équivalent de l'aide totale de l'État pour notre dernier transatlantique, constamment déficitaire, même s'il n'avait jamais manqué d'amateurs fortunés. Ces chiffres implacables font du France le meilleur symbole de la fin de la belle époque de l'énergie à bon marché et de la nouvelle ère du pétrole cher. Il est symptomatique que seuls les riches saoudiens aient pu s'offrir le luxe de racheter ce paquebot de prestige, immédiatement coulé par la tempête du quadruplement du prix du carburant. Malgré son dernier tour du monde des milliardaires, ce monstre sacré avait brûlé en 1974 un déficit de 100 millions, la somme à laquelle il est maintenant vendu. C'était le naufrage financier. La condamnation pour train de vie ruineux du France se met alors la fureur et les projets de sauvetage les plus fous, universités ou maisons de retraite, qui n'avaient comme point commun qu'une subvention sans fin par l'État de ce musée du souvenir des paquebots de rêve. En fait, de l'Amérique au Moyen-Orient, on a étudié une 50aine de propositions sérieuses qui balançaient entre 3 solutions. La reconversion en marchandises, aussi peu réaliste que la transformation d'une Rolls en camionnette, les croisières type super milliardaire ou pèlerinage à la Mecque qui se sont révélées hors de prix,
et finalement l'hôtel flottant devant les palmiers de Floride ou du Moyen-Orient. Avec ses 1000 chambres, ses célèbres restaurants de 3000 couverts, son équipement parfaitement conservé, le France réaménagé mais immobilisé pourrait encore prolonger l'image d'une France de luxe et nous servir à conquérir des marchés pour une France industrielle en crise qui se sépare avec nostalgie de ce signe extérieur de splendeur. Notez tout de même qu'il y a déjà une opposition sur la vente du France, mais il m'étonnerait qu'elle aille bien loin. Un Saoudien ayant acheté le France, voilà qu'un Israélien le revendique. C'est le député Samuel Flatteau qui fut poursuivi pour escroquerie en France et qui, dans son pays, ne jouit pas de la meilleure réputation depuis la campagne électorale qui a prêté le flanc, pour lui, au plus gros soupçon. Il affirme aujourd'hui qu'il offrait 35% de plus pour le France et qu'il a chargé son avocat en France de faire opposition à la vente. Et il ajoute, si c'est comme ça, je n'achèterai pas le paquebot Renaissance. Affaire à suivre pour voir si ce sont des propos en l'air ou si c'est plus sérieux. L'État doit moins intervenir dans les affaires des commerçants. Vive la liberté du commerce, mais entre la liberté et l'intervention de l'État, c'est une question de dosage. C'est ce qu'auront sans doute retenu les 20 commerçants et prestataires de services qui étaient les hôtes à déjeuner du président de la République, déjeuner de travail qui fait suite d'ailleurs à celui de juin dernier avec les chefs des petites et moyennes entreprises. Ce qu'on cherche, c'est à aborder dans le concret les difficultés qui se posent à cette profession, pas toujours de tout repos, il est vrai. Aujourd'hui, les différents commerces étaient représentés, bouchers, coiffeurs, transporteurs routiers, etc. Daniel Duigou les a rencontrés et il en a profité pour faire le point sur cette profession qui a tout de même su se moderniser depuis 20 ans, ce qui a d'ailleurs, ne l'oublions pas, créé des drames chez ceux qui ne pouvaient pas suivre cette évolution. Le déjeuner des commerçants à l'Élysée, où on pouvait apporter ses problèmes, Daniel Duigou. Madame, comment s'est déroulé ce repas? Très bien, très simplement et très librement. Nous avons tous pu nous exprimer et dire ce qui concernait nos professions. Vous étiez à côté du président. Bien sûr. Monsieur, qu'est-ce qui vous a le plus frappé pendant ce repas? Bien, c'est la courtoisie du débat. C'est-à-dire, on s'est exprimé très franchement. J'ai retenu d'abord que le président de la République était excessivement attentif à tous les problèmes qu'on lui exposait. Je crois que ça n'est pas une façade. Monsieur, quel est le problème que vous avez abordé? Eh bien, ce sont les problèmes de l'emploi, en particulier dans les entreprises de prestation de services. Car nous sommes à peu près convaincus de pouvoir offrir plusieurs centaines de milliers d'emplois, mais actuellement, le coût du salaire, le coût des charges sociales est tel dans une politique de blocage des prix que nous ne pouvons pas rémunérer comme il le faudrait les gens qui vont chez nous. Et qu'il y a donc peut-être à considérer autrement maintenant les charges sociales de ceux qui font de la main-d'œuvre et qui vendent de la main-d'œuvre comparativement aux charges sociales qui sont peut-être celles des entreprises industrielles où la part de main-d'œuvre est excessivement réduite et minime. Si l'on regarde globalement la situation du commerce et des services, on constate que c'est un des secteurs économiques qui a le moins souffert de la crise. Ce qui d'ailleurs ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de catastrophe dans certains cas. Plus important, le commerce et les services ont rattrapé le retard qu'ils avaient pris par rapport à l'industrie depuis 20 ans. Un atout, donc un atout pour l'avenir, qui n'a pas été obtenu sans effort et parfois même sans sacrifice. Un atout qui a eu comme point de départ la loi d'orientation, appelée également loi Royer. Cette loi avait un double enjeu. Un enjeu économique, le commerce est de l'activité charnière entre la production et les consommateurs. Et puis un enjeu politique, le commerce est un électorat qu'aucun gouvernement ne veut ou voudrait se mettre à dos. Il existait une épouvantable variété de difficultés qui conditionnaient plus ou moins la survie de ces métiers de commerce et des services. On pouvait les classer en 3 volets. D'abord le volet fiscal, ne plus être considéré comme un fraudeur professionnel. Le volet social, obtenir les mêmes protections qu'un salarié. Enfin, le volet économique, assurer un arbitrage entre les commerçants et les grandes surfaces. Sur ces 3 fronts, d'importantes batailles ont été gagnées. Le gouvernement en profite pour tirer un bilan positif de son action, tandis que les organisations professionnelles, elles, estiment que d'autres batailles sont encore à gagner. La politique, la gauche. D'un côté, chez les communistes, l'accumulation des preuves du virage à droite du Parti socialiste. De l'autre, chez les socialistes, une défense qui consiste à dire qu'on lui fait de faux procès. Avec ce trait d'humour de Pierre Mauroy, ce sont les socialistes qui sont en ligne droite, tandis que les communistes font un virage en marche arrière.
Le radical de gauche Robert Fabre est critiqué par le socialiste Georges Sarr pour avoir évoqué la gêne aux entournures qu'avait constitué le programme commun et pour avoir dit aussi que pour la gauche, il était mieux d'aller séparément à la bataille électorale. Le temps du rapprochement semble loin d'être arrivé, Patrice Duhamel. Oui, il apparaît aujourd'hui que l'on s'achemine vraiment vers cette rupture qui semblait probable déjà au lendemain de la suspension des négociations sur l'actualisation du programme commun. Il y avait eu la période du dialogue de sourds, puis celle des attaques indirectes, puis celle des conflits ouverts. On en est maintenant à la mise en cause permanente au point que les anciens partenaires ne sont même plus des alliés et deviennent de plus en plus des adversaires. Les exemples sont nombreux et le dernier en date, très révélateur. Pendant le week-end se déroulait à Versailles la Convention pour l'Europe. Au nombre des participants, Raymond Barre, beaucoup de leaders de la majorité et le socialiste Pierre Mauroy. Immédiatement, le Parti communiste réagit. C'est une preuve flagrante du virage à droite du PS, déclare Roland Leroy. L'Humanité évoque dans son éditorial le concert de Versailles et laisse entendre que le Parti socialiste est prêt à gérer la crise dans le cadre d'une Europe supranationale. Réponse immédiate de Pierre Mauroy, c'est un faux procès. Je me suis exprimé à Versailles comme un Européen socialiste. La lettre de l'unité répond point par point aux accusations communistes et puis, nous venons de l'apprendre, François Mitterrand vient de déclarer « Je ne sais pas s'il vaut mieux affirmer les positions européennes du Parti socialiste dans une assemblée où se trouvaient des formations de la majorité ou aller déjeuner à l'Élysée comme certains députés communistes l'ont fait ». Ajoutons à cet échange d'amabilité un éditorial de l'hebdomadaire communiste France Nouvelle selon lequel il y a convergence entre la grande bourgeoisie et le Parti socialiste. Ajoutons encore qu'une tentative d'appel à l'union d'intellectuels socialistes et communistes a échoué après que certains communistes aient renoncé à apporter leur signature. Au total, on ne peut que constater une aggravation sensible de la crise. On voit mal comment, après ce tir de barrage réciproque, PC et PS pourraient encore se réconcilier en continuant ainsi de se tourner le dos. Les deux partis sont peut-être tout simplement en train de tirer un trait sur ce qui fut l'union de la gauche. Oui, décidément, je le répète souvent, l'Espagne continue à bouger. En attendant la prochaine réunion des partis de l'Union nationale, demain sans doute, pour mettre en œuvre un programme économique, social et politique concerté, et après une manifestation monstre vendredi soir à Madrid, où des dizaines de milliers de partisans de la droite ont traité le Premier ministre de traître, ce dernier, M. Suarez, a assisté aujourd'hui à Barcelone à l'entrée en fonction de M. Tarradellas, président de la Généralité de Catalogne. Immense changement salué par 250 000 personnes qui ont accueilli hier le retour de M. Tarradellas, qui vivait en exil en France depuis la fin de la guerre civile. Jacques Grignon-Dumoulin. Le Premier ministre espagnol, M. Suarez, a assisté aujourd'hui à la prestation de serment du président de la Généralité, M. Tarradellas, dans ce même palais du vieux Barcelone où Macià proclamait en 1931 le gouvernement provisoire catalan. Ancien ministre du président Companys sous la République, M. Tarradellas est revenu hier, après quelques 38 ans d'exil, dans la capitale catalane, où une foule de 250 000 personnes a célébré avec lui, devant le palais de Montjuïc, l'autonomie catalane retrouvée. Une autonomie que M. Tarradellas et les chefs des principaux partis catalans élus le 15 juin dernier ont négocié, non sans mal, avec le gouvernement de Madrid, et qui doit être maintenant mise en place. On le sait, au terme des accords conclus, la Catalogne aura son propre gouvernement, le Conseil exécutif, et ce sera même le seul gouvernement de concentration en Europe, avec notamment les socialistes, les communistes et les centristes. Mais M. Tarradellas ne paraît pas trop pressé de le constituer, ce gouvernement, du moins tant que le transfert effectif des pouvoirs de Madrid à la Généralité n'aura pas été effectué. La question qui se pose désormais est de savoir si les forces politiques catalanes de toute tendance, qui sont restées unies depuis juin dernier dans la perspective de ce compromis historique, continueront de l'être sous l'autorité de M. Tarradellas. Il faut empêcher que le terrorisme n'entame le sens de la démocratie des citoyens, a demandé Helmut Schmidt aux syndicalistes du monde entier aujourd'hui. Demain auront lieu à Stuttgart des obsèques nationales de Hans-Martin Schleyer. Mais l'Allemagne, encore sous le coup des émotions, des actes terroristes qu'elle a vécus, en apprend toujours, tous les jours, sur la bande à Bader, les conditions de leur détention et leur suicide en prison. Tous les jours, on trouve quelque chose dans la cellule de Bader et de ses complices. Plastique, armes à feu, matériel de radio. Si on trouvait un hélicoptère en pièces détachées dans le plafond ou sous le plancher, on ne serait pas plus étonné. Pendant ce temps,
La rescapée des suicides, Ingar Möller, affirme qu'elle ne se souvient de rien, elle n'a pas voulu attenter à ses jours, dit-elle. Faisons le point avec Bernard Volcker et ensuite avec Robert Pietri, l'inventaire dans les cellules. On attendait avec intérêt les révélations ou le témoignage d'Irmgard Möller. Irmgard Möller est cette jeune fille qui s'est suicidée dans sa cellule dans la nuit de mardi en compagnie de Bader, Raspe et Henslin. Mais alors que Bader et Raspe avaient choisi une arme à feu et Henslin s'était pendu, Irmgard Möller s'était porté plusieurs coups de couteau d'un couteau à pain dans la poitrine. Elle a survécu et elle a reçu samedi son avocate. D'après cette dernière, sa cliente ne se souvient maintenant de rien. Elle s'est évanouie subitement au milieu de la nuit et ne s'est réveillée qu'allongée dans une civière dans le couloir de la prison. Elle a à ce moment-là entendu dire que Bader et Raspe étaient morts. Les autorités allemandes s'attendaient à ce genre de déclaration. Irmgard Möller, dit-on ici, ne contredira certainement pas ses camarades morts qui ont voulu faire croire qu'ils ont été assassinés. La chasse aux terroristes n'a encore donné ce soir aucun résultat. Elle se poursuit avec une grande intensité dans toute l'Allemagne. La police a reçu plus de 15 000 renseignements de la population et commence maintenant à les vérifier un par un. La coopération avec la police française fonctionne très bien, dit-on à Bonn. Les obsèques de M. Schleyer seront célébrées demain matin à 10h30 dans le centre de Stuttgart, dans l'église Eberhard. Le président de la République fédérale, M. Scheel, rendra hommage au président du patronat en présence du gouvernement et de tous les hommes importants de l'économie allemande. La sécurité des personnalités sera assurée par les hommes du fameux commando GSG-9 qui libéra à Mogadiscio les otages de l'avion de la Lufthansa. Andreas Bader et ses amis seront inhumés jeudi dans un autre cimetière de Stuttgart. Une polémique a éclaté à ce sujet, certains trouvant qu'il était indécent que les trois terroristes soient enterrés côte à côte à proximité d'Allemands illustres et de victimes du nazisme. On finit aujourd'hui de creuser la tombe de Bader et de ses amis. Et les autorités de Stuttgart ne voient pas sans appréhension approcher le jour de l'inhumation. La morgue où ont été déposés les corps de Bader et de ses amis a déjà été maculée d'inscriptions vengeresses. L'inventaire des objets trouvés dans les cellules des différents terroristes n'est pas facile à faire. Voyons cela en détail, mais auparavant, voici un schéma de la prison. Un long couloir de 15 mètres avec au bout une vitre à l'épreuve des balles. Derrière cette vitre, des gardiens qui observent les allées et venues par un circuit de caméras de télévision, un circuit intérieur. Ici, un accès à la salle de gymnastique et au parloir, et au-dessus, un vaste promenoir. Alors le détail de l'inventaire. Dans la cellule d'Andreas Bader, on a trouvé un revolver 6,35 et 20 balles dans son électrophone, des lames de rasoir, un pain de plastique et une sonde gastrique sous le lavabo. Elle aurait pu servir de garrot. Dans la cellule de Jan Karl Raspe, on a trouvé un pistolet 9 mm et 20 cartouches dans un trou du mur, car les murs sont très anciens, un transistor, un manipulateur de morse et une pile dans une cache. En face, chez Henslin, on trouve des écouteurs. À côté, chez Mademoiselle Möller, la seule rescapée, on a trouvé un couteau de cuisine. Et puis ici, dans une cellule qui était vide maintenant, mais qui avait été occupée par Paul, on a découvert du câble électrique, 300 grammes d'explosifs et des prises dans un paquet de café. Les détenus étaient fouillés depuis des mois par les mêmes gardiens. Il est possible que ces gardiens aient été achetés ou menacés. Ils auraient donc servi de passeurs. On les écoute en ce moment, ils sont environ une dizaine. Les terroristes qui étaient en haute surveillance avant l'enlèvement de Schleyer jouissaient auparavant d'un régime fort libéral. Ils avaient des relations entre eux et on déclare que Bader était souvent dans la cellule de Henslin. Ils avaient un poste de télévision, toujours dans cette cellule de Bader, un électrophone, un transistor, des livres et une machine à écrire. Et puis surtout, ils recevaient quotidiennement la visite de leurs amis et de leurs avocats. Alors, la prison la plus chère d'Allemagne était peut-être aussi la plus ouverte d'Allemagne. Alors revenons à l'enquête maintenant. Le très important travail de recherche et de renseignement effectué par le commissaire divisionnaire Rochard de Strasbourg a permis d'établir en quelques jours seulement les mouvements de 11 des 16 terroristes de la bande à Bader. L'hypothèse d'une fuite des terroristes par la Suisse se renforce. Les recherches s'intensifient tout au long de cette région que l'on appelle celle des trois frontières. Certains se demandent comment des terroristes ont pu passer en Suisse, par exemple, sans se faire remarquer. Mais c'est une frontière verte, plus floue qu'on ne le pense, avec des vallons et des forêts. On en parle comme de la frontière passoire aussi. La police et les gendarmes ont passé la région au peigne fin, spécialement les anciens blocos de la ligne Maginot, nombreux dans la région. Et pourtant,
Une équipe de TF1 avec Jean-Louis Burgat a fait l'expérience de cette frontière passoire en y stationnant 1h30 sans s'y faire remarquer, malgré une police qu'on dit partout présente. Regardez. Voici la région des trois frontières. À droite l'Allemagne, à gauche la France, en bas la Suisse. Notre itinéraire, Mulhouse, Altkirch, Rappenswiller, et c'est à la sortie de Linsdorf que nous avons sans problème trouvé notre route. Si vous passez par derrière, ça vous fait 3 km maximum. Je ne veux pas dire que vous pouvez passer sans problème. Il y a de temps à autre la patrouille, la volante, la douane, hein, mais les gendarmes, je ne crois pas. Nous quittons la route de Bâle, direction Leimen. 300 mètres plus loin, nous abandonnons la départementale numéro 9 pour la 9 bis qui va vers la frontière et qui est parfaitement indiquée sur la carte. 500 mètres de campagne, la forêt, et puis nous découvrons cette pancarte, frontière suisse. Attention, défense de passer sans contrôle. C'est écrit uniquement en allemand, pas de douane, pas de police. Nous traversons la forêt pour déboucher dans cette petite vallée, au fond, le village suisse de Rodersdorf. Monsieur, nous venons de franchir une forêt. Nous sommes passés en Suisse? Oui. Nous sommes en Suisse ici? Oui, vous êtes en Suisse. C'est-à-dire que la France est à combien de distance d'ici? À 500 mètres, quoi. En Suisse, sans être contrôlés, nous visitons les villages de Rodersdorf et Metzerien. Retour vers la France par un autre itinéraire et la seconde surprise, le poste frontière français est vide. Jusqu'à Mulhouse, nous ne verrons aucun policier. Les temps curieux que nous avons cette année, les saisons fantaisistes, le beau temps qui rate ses rendez-vous et qui vient quand on ne l'attend pas, tout ça a des conséquences variables sur la production agricole. Si nous avons manqué de fruits et si notre balance commerciale a souffert d'importations massives, le phénomène est inversé pour la pomme de terre et pour le sucre. Les betteraves que l'on a récoltées actuellement nous garantissent notre consommation intérieure pendant plus de 2 ans. On comprend les pressions d'autres pays qui veulent amener nos producteurs à diminuer leur surface de plantation, me dit Jean-François Robinet. Le sucre français pèse lourd sur le marché mondial où il concurrence la canne à sucre. Mais pour la France, le sucre, c'est une rentrée de 3 milliards en devises chaque année et ça compte. Jean-François Robinet. Traditionnellement positive, notre balance extérieure agroalimentaire accusait un déficit de 2,7 milliards au 1er septembre. Dans ces conditions, comment renoncer à un atout tel que le sucre? Le chiffre d'affaires est en année normale de 7 milliards de francs, dont 3 milliards à l'exportation. Cette année 77, sans être exceptionnelle, doit être très bonne. On prévoit une production de 4 50 000 tonnes pour une consommation de 2 millions de tonnes. Juste retour des choses pour les planteurs après la faible récolte de l'année dernière. Voilà une belle betterave qui pèse environ 1 kg, rien à voir avec celle de l'année dernière. 1 kg de betterave, eh bien, cela doit donner, avec la richesse de cette année, environ 130 grammes de sucre. C'est bon. C'est très bon. C'est certainement une des meilleures récoltes que nous ayons connues, alors que l'année dernière, c'était la plus mauvaise récolte. Alors, est-ce que cela veut dire que cette année, les betteraviers vont gagner beaucoup d'argent? Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les betteraviers vont gagner beaucoup d'argent. Il ne faut pas minimiser, ils vont faire une bonne récolte, ils vont gagner de l'argent, mais pas beaucoup d'argent, parce que nous sommes payés selon le quota que nous avons. Et les prix sont différents selon les quotas. Le quota, c'est la quantité maximum à produire. Mais comme on ne peut savoir à l'avance les rendements précis, le marché commun fixe 3 quotas pour chaque pays. Le quota A correspond à la consommation intérieure. Il est payé à un prix garanti, cette année, 147 francs la tonne de betterave. La production supplémentaire est répartie en quota B, pour une première tranche payée 30% moins cher, et en quota C, payée 50 francs seulement la tonne. Avec les rendements de cette année, les planteurs accusent un manque à gagner de l'ordre de 1000 francs l'hectare. Cet argent, qui ne leur est pas donné, est utilisé par la Caisse européenne pour chercher de nouveaux débouchés ou constituer un stock, comme cela vient d'être décidé à Genève, à la demande des Américains qui se souviennent de la pénurie de 1970. C'est environ 1 milliard de francs que les planteurs français abandonnent ainsi pour participer eux-mêmes aux frais d'écoulement de leurs excédents plutôt que de diminuer la production. Nous continuons à faire des betteraves. Pourquoi? Parce que d'une part, nous sommes organisés pour avoir une production importante. Nous avons une main-d'œuvre en conséquence. Et il faut penser aussi que dans les sucreries, on emploie en campagne environ 20 000 personnes.
La France estime aussi qu'elle a sa place sur le marché mondial déficitaire. Elle envisage des contrats avec les pays arabes, la Russie, voire la Chine. Et elle n'a nullement l'intention de renoncer à une rentrée de 3 milliards de francs de devises. On ne jettera pas le surplus de betteraves à la décharge publique, mais on l'a fait pour les choux-fleurs en Bretagne. 2 millions de têtes ont été détruites en quelques jours et c'est aussi une conséquence du temps clément. Les choux-fleurs mûrissent trop vite et cette année, on en a planté davantage. L'an dernier, les choux-fleurs avaient souffert de la sécheresse. C'est tout dire sur les difficultés des producteurs quand les anomalies de saison se produisent coup sur coup. Bien sûr, on comprend la nécessité de soutenir les cours, mais ces destructions des fruits du travail et de la terre, ça fait toujours mal au cœur. Toujours au chapitre du temps qu'il fait, la décrue s'est amorcée dans le sud-est. Le Gard a baissé après 36 heures d'orage torrentiel. La pluie a cessé au milieu de la nuit dernière. Le Rhône, dans le Vaucluse, à Avignon, la cote d'alerte a été... Dans le Rhône, oui, la cote d'alerte a été largement dépassée cette nuit, mais là aussi, c'est la décrue depuis ce matin. À midi, presque partout, les cours d'eau avaient pratiquement regagné leur lit. La décrue a été aussi rapide que la crue, d'autant qu'il a cessé de pleuvoir, où ça n'avait rien de comparable avec hier. Demain, quand il pleuvra, ce sera faiblement et passagèrement du Massif central aux frontières du nord et du nord-est. Belles éclaircies attendues sur l'ouest, le nord-ouest et le nord. Le matin, attention au brouillard assez dense dans le sud-ouest, le centre et l'est. Température comme aujourd'hui. Jean-Claude Narcy avec vous, les autres nouvelles de ce journal. Les socialistes démocrates, c'est-à-dire ceux qui ont refusé dès le départ l'union de la gauche, ont réaffirmé aujourd'hui leur volonté d'orienter le futur Parlement plus à gauche, mais sans les communistes. Leur secrétaire général, Eric Interman, a annoncé qu'il présenterait son parti 250 candidats aux législatives. 2500 salariés de la Société des aciéries de Pompée, en Meurthe-et-Moselle, seront au chômage technique du 6 au 13 novembre prochain. Les raisons invoquées, les stocks ont dépassé 6000 tonnes. Depuis ce matin, 3,5 millions de parents d'élèves élisent leurs représentants au comité des parents des écoles maternelles et primaires. Le vote va durer jusqu'au 10 novembre. En dehors des candidatures personnelles, 4 fédérations présentent des listes. Et demain, à 13 h, Dominique Lery, dans le journal d'Yves Mourouzi, animera un débat avec Jean Cornec et Antoine Lagarde, qui sont les deux présidents des deux grandes fédérations. Élection législative, Alice Saugné-Seïté, secrétaire d'État aux universités, sera très probablement candidate à Metz, dans la première circonscription de la Moselle, et sous l'étiquette majorité. Gérard Nicou a été réélu président du Cincinnati à l'occasion du 9e congrès de son syndicat. Après l'attentat qui a détruit le relais herdien de Pré-en-Paille, les émetteurs qui desservent les régions Bretagne et Pays de Loire diffusent ce soir les émissions de TF1. Les émetteurs qui desservent la région Normandie diffusent des émissions d'Antenne 2 et de FR3. D'autre part, des émissions FR3 qui ont été enregistrées à Paris ont été envoyées à Rennes, d'où elles seront diffusées sur les régions Bretagne et Pays de Loire. Les 3 chaînes modulation de fréquence radio fonctionnent normalement. Les travaux de déblaiement du centre de Pré-en-Paille se poursuivent, ainsi que l'étude des solutions de dépannage. Mais il n'est pas encore possible de donner des précisions sur la date du rétablissement complet du service de télévision. Jean Le Canuet, lui, demande au gouvernement ce soir quelles mesures il compte prendre pour assurer à l'avenir la protection des stations de retransmission de télévision. En Chine, le président Hua Qiufeng a convoqué pour le printemps prochain la 5e Assemblée nationale populaire, c'est-à-dire le Parlement chinois. Une assemblée pas comme les autres, car il s'agira là d'entériner les réformes entreprises, entre autres une augmentation générale des salaires, un effort de productivité et de modernisation, enfin un retour à la sélection dans l'enseignement supérieur. L'affaire Fornopel semble prendre une nouvelle tournure. L'été dernier, les policiers avaient saisi 1,5 tonne de drogue dans la propriété louée à Saint-Tropez par Maria Cristina Fornopel, la nièce du magnat de l'industrie automobile. L'instruction se poursuit, mais en Allemagne. On fait état d'un possible lien entre cette affaire et des trafiquants d'armes internationaux. Le hashish serait échangé régulièrement contre des armes pour les combattants chrétiens libanais. Et pour terminer ce journal, parlons un peu d'une passion qui se répand dans le monde entier, et pour une fois, les Français ne sont pas en retard. Ils participent à ce mouvement de masse qui marche et même qui court à côté du progrès. Ils sont contre tout ce qui piétine. C'est l'armée des pieds et des mollets. En Amérique, ça s'appelle le jogging, version moderne du footing. Ça signifie qu'on court tout le temps, comme si on avait peur de l'immobilité, et ça se pratique en ville surtout. À Paris, on peut voir tous les jours des adeptes du jogging qui s'ignorent sur le Champ de Mars, au Bois de Boulogne, au Bois de Vincennes. On en voit aussi en province. Marche à pied de 20 à 50 km, souvent organisée. Bientôt cross du Figaro. Où court-il et pourquoi court-il? On pourrait le demander aussi aux New-Yorkais,
aux 5000 concurrents qui viennent de participer à un super marathon où les professionnels, et parmi eux d'anciens champions olympiques, couraient aux côtés de simples mordus. Regardez ces étonnantes images que commente Robert Werner. Qu'ils soient vendeurs de hot-dogs, dockers, hommes d'affaires ou garçons chargés de stocker les bouteilles du whisky, ici à New York, on fait du jogging ou petit trot à n'importe quelle heure, le jour ou la nuit. Envoûtés par ce sport, certains abandonnent leur métier pour s'y consacrer, tel ce professeur qui a quitté l'enseignement pour la course à pied. Mais ce spectacle-là, on ne le voit pas tous les jours. C'est celui du marathon qui vient de commencer. 5000 concurrents, parmi lesquels un petit garçon de 8 ans, dans New York désert, et 500 000 spectateurs. Beaucoup parmi ces coureurs pratiquent d'habitude le jogging pour oublier la montre et les gens pressés. Cette fois, mêlés à de vrais champions, ils ont voulu tout vulgairement, eux aussi, battre des records. Et c'est Bill Rogers, un Américain de 29 ans qui a gagné. Il a mis 2 heures, 11 minutes et 20 secondes pour couvrir les 42 km du marathon. Un Français, Fernand Colbec, s'est classé 7e. Il est moniteur de sport des PTT de Strasbourg. Il a pensé très fort à la cathédrale, mais ça ne l'a pas fait gagner. Et puis, je crois qu'il y avait aussi un petit garçon de 8 ans qui a terminé la course. Dernier journal, Jean-Pierre Pernaut en fin de soirée. Je ne peux pas vous dire encore à quelle heure. Bonne soirée à tous au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Merci.